Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de Scotch et Domination mondiale. Dans cet épisode, je te partage une entrevue que j'ai menée avec Olivier Clémence où on a parlé de référencement naturel pour les boutiques en ligne. Donc tout ce qui est SEO pour les e-commerce. Si tu as une boutique en ligne, tu vas capoter ta vie. Et si tu connais quelqu'un qui a une boutique en ligne, n'hésite pas à lui partager cet épisode qui va être pour lui de l'or en barre. Honnêtement, du très bon contenu. Il va falloir que tu attaques ta tuque avec ta broche, mon ami, parce que ça va te décoiffer sur un chaud temps. Je m'explique. Habituellement, les podcasts, j'essaie de limiter ça à 1 heure parce que c'est quand même long, 1 heure. Même 45 minutes, c'est mon target. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas pu faire autrement que de donner 1h30 d'entrevue. Et puis même au début, c'était beaucoup plus long que ça. J'ai essayé de couper, de condenser le plus possible mais je pouvais juste pas enlever plus de stock parce que je me serais senti mal d'enlever les informations qu'on a données dans ce podcast. 100% de ce qu'on dit est absolument, incroyablement pertinent pour n'importe qui a un e-commerce et qui veut être capable de générer du trafic, beaucoup de trafic, complètement gratuitement. Bon, c'est sûr que le démarchage de référencement, c'est pas gratuit, ok? C'est du temps. Du temps, c'est de l'argent. Fait que c'est pas du trafic qui est complètement gratuit, mais je m'explique. On parle pas d'aller sur Google AdWords pour acheter des positions dans les moteurs de recherche. Okay, on parle pas de ça. On parle comment faire en sorte que Google montre ton site web dans les résultats de recherche de façon complètement gratuite, sans payer pour y apparaître. Et ça va faire en sorte que ça va t'apporter un flow constant et assez important de trafic, de gens qui vont venir sur ton site web et qui vont très fort probablement convertir parce que c'est du trafic excessivement qualifié. Donc ça, c'est une vache à lait, le référencement naturel, qui devient pour beaucoup de commerçants en ligne le backbone de leur entreprise. Donc, j'espère que tu vas apprécier tous les trucs qu'on va nommer dans cet épisode. On va avoir des notes de cours qui vont, pas des notes de cours, mais des notes du podcast qui vont être disponibles au latranchée.com/16. Et puis, je vais revenir à la fin peut-être pour clarifier quelques trucs et encore une fois te rappeler l'URL pour aller chercher les notes du podcast. Dernière chose avant qu'on saute dans l'entrevue. Alors, on est maintenant rendu en 2018, donc je te souhaite bonne année. J'espère que tu as passé de joyeuses fêtes, un beau temps, bon Noël, bon Nouvel An, et que tu en as profité pour te reposer, pour réfléchir à 2017, pour réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire en 2018. Et on va bientôt avoir un article de blog qui va sortir sur qu'est-ce qui s'en vient pour la tranchée en 2018. On a vraiment des beaux projets. Non seulement ça, mais il y a quelque chose qu'on va changer au niveau du podcast et c'est la fréquence. Donc, un podcast par semaine, c'est quand même beaucoup pour nos capacités présentement. Donc, on a décidé d'espacer ça et d'en faire un à toutes les 2 semaines. Tout ça, c'est dans l'intérêt, bien sûr, d'aller chercher uniquement des entrevues comme celle-ci qui sont absolument incroyables et qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Ce qui va également nous laisser le temps d'avancer nos projets, d'avancer la tranchée, d'avancer nos formations pour vous donner, encore une fois, le meilleur service possible. Donc, j'en dis pas plus long et on va tout de suite sauter dans l'entrevue que j'ai réalisée avec Olivier Clémence sur le SEO des e-commerce. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, je suis présentement avec Olivier Clémence qui est un spécialiste en commerce électronique. Après avoir écouté le podcast que j'avais fait avec Phil Kiprianou où on a vraiment parlé d'acquisition de trafic via la publicité Facebook, Olivier m'a contacté puis il m'a dit « Hey, le référencement pour le e-commerce, c'est super fort puis vous en parlez pas. » Tous vos podcasts que vous avez faits sur le commerce en ligne, vous parlez pas de référencement. Il faut vraiment que les gens y en sachent plus sur cet aspect-là du commerce en ligne parce que c'est tellement une belle façon d'être capable d'aller chercher du trafic qui va toujours continuer d'arriver sur ton site web. Une fois que tu l'as acquis, il est gratuit et ça va devenir probablement une vache à lait importante pour n'importe quelle entreprise. Donc, bonjour à toi Olivier. Est-ce que ça va bien? Bonjour Olivier, ça va super. Je suis super content d'être là. Toi, ça fait longtemps que tu fais du e-commerce. Je pense que ça fait depuis 2006, en fait, que tu fais des services de programmation dans le domaine du commerce électronique et tu en es venu progressivement. Tu as lancé ton blog réussirmoncommerce.fr. On va mettre le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Ensuite de ça, tu as commencé à vendre des modules PrestaShop au fil des années et tu as offert tes services en tant que consultant
pour aider une foule de e-commerce? Ouais, alors comme tu le dis, en fait, depuis 2006, en fait, moi, je travaille sur Internet. Et en fait, voilà, je me suis lancé en tant que développeur. Très rapidement, je me suis dirigé vers le e-commerce parce que tout bêtement, hein, quand tu es développeur, bah, tu vends des prestations, tu as besoin de trouver des gens qui ont besoin, qui sont prêts à dépenser de l'argent, et c'est plus simple de vendre tes prestations de service à des e-commerçants parce qu'ils savent tout de suite qu'ils vont avoir un retour sur investissement que à des gens qui ont un site vitrine où ils ont du mal à mesurer les résultats. Donc rapidement, moi, je me suis dirigé vers le e-commerce et j'ai fait de la prestation de service. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Je me suis spécialisé sur PrestaShop parce que à l'époque, quand PrestaShop est sorti, c'était rapidement le leader, et du coup, moi, je me suis spécialisé dessus. J'ai fait beaucoup de développement, j'ai accompagné pas mal de e-commerçants, donc aussi bien en termes de programmation, mais aussi en termes de référencement pour les aider à développer le trafic de leur site. Et arrivé un moment où j'ai eu envie de... enfin, c'est pas que j'ai eu envie, c'est que je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée où j'avais des problèmes de dos, où je pouvais plus travailler autant que je voulais, en fait. J'étais arrivé à ne plus pouvoir travailler plus de 2 à 3 heures par jour. Quand tu vends de la prestation de service, si tu fais que 2 heures par jour, quand tu as répondu à 2 devis, que tu as fait un peu de SAV, et voilà, bah, tu n'as plus le temps de faire de la prestation, et du coup, en fait, tu gagnes plus rien. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà quelques modules. Donc, pour ceux qui savent pas, les modules PrestaShop, c'est comme des plugins WordPress. Souvent, les plugins WordPress, ça parle un peu plus que les modules PrestaShop. En gros, c'est une fonctionnalité qu'on va acheter, qu'on va rajouter sur sa boutique en ligne. Et donc, on va acheter juste la fonctionnalité. Donc, moi, j'avais déjà ça qui était en place. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis axé là-dessus. J'ai commencé à vendre de plus en plus de modules, à me faire ma propre boutique, à les vendre dessus, à les vendre sur la place de marché de PrestaShop, pour justement ne plus échanger mon temps contre de l'argent. Et une fois que j'avais ces modules bien en place, il y a maintenant 2 ans, en fait, je me suis vraiment consacré au blogging et j'ai créé une formation, en fait, pour les e-commerçants, pour qu'ils puissent s'auto-former, entre guillemets, grâce à ma formation, pour justement faire du référencement spécialisé sur le e-commerce, qu'ils apprennent eux-mêmes à faire leur référencement, en fait. OK, et super. Et lorsqu'on veut commencer, à cause que moi, je trouve ça drôle parce que j'ai commencé un projet qui s'appelle The Amazing Blanket. Je sais pas si tu as vu ça passer récemment. Je t'ai vu aller dans les grandes surfaces avec ta couverture, agresser les gens et leur jeter la couverture sur eux. Exactement. C'est quand même assez drôle. Et by the way, ça s'est très bien vendu. On a vendu tout le stock qu'on a racheté. On a repassé une nouvelle commande. Et puis, on est dans la deuxième phase. On a validé l'idée et on va maintenant commencer à justement faire du référencement pour notre boutique en ligne. Et honnêtement, pour du e-commerce, j'en ai déjà fait pour d'autres sites web, pour la tranchée, pour la vente de formation, pour mon blog. Mais pour le e-commerce, de façon particulière, je sais pas exactement sur quel pied danser. Donc, c'est quoi les considérations principales au niveau du référencement de son site web? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une boutique qui est bien référencée? Alors, toi, tu as peut-être un cas un peu particulier. Enfin, tu vas pouvoir répondre à cette question, parce qu'a priori, pour l'instant, tu n'as qu'un seul produit. Oui, exactement. Ouais, ok. Alors, c'est un peu particulier comme situation, même si tu restes dans le e-commerce, mais le fait que tu n'aies qu'un seul produit, il y a une problématique que tu vas pas rencontrer, que 95% des e-commerçants rencontrent, c'est que souvent, ils ont un catalogue de produits qui est assez imposant. On est très vite à plus de 200, 300 produits, et parfois même 15 000 références, 20 000 références. Et l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre, c'est que les e-commerçants n'ont pas le temps de remplir leurs fiches produits. Et après, ils se demandent pourquoi ils apparaissent pas, en fait, dans les moteurs de recherche. Le fait est que si tu remplis 10 fiches produits sur ta boutique en ligne, c'est très bien. Tes 10 fiches produits, ok, elles sont peut-être même super bien optimisées pour le référencement. Mais à côté de ça, t'as 900 fiches produits qui sont vides, en fait. Et donc, en gros, pour Google, t'es en train de lui dire, j'aimerais bien être premier en première position dans tes résultats, mais bon, 90% de mon site, c'est de la merde, en fait, tu vois. En gros, t'es en train de lui dire ça parce que justement, t'as rien fait sur tes 900 fiches produits qui te restent. Donc déjà, ça, c'est un premier problème, en fait. Et donc, la première chose qu'il faut prendre en considération quand on a un site e-commerce, c'est de remplir son site correctement.
Alors après, il y a des techniques en fait qui vont te permettre de pas avoir à remplir tes 900 fiches produits parce que je sais pas si tu vends je sais pas une rallonge USB, tu vois, le pauvre cordon, ça va être compliqué de faire un texte qui va être sympa et voilà, et puis peut-être que t'as pas spécialement envie d'être bien positionné sur le mot rallonge USB, tu vois, c'est peut-être pas ton best-seller. Donc l'idée en fait, c'est de faire en sorte de dire à Google, OK, intéresse-toi aux pages que j'ai travaillées et par contre les autres pages, tu t'en occupes pas. Et pour dire ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle une balise non index. Alors, c'est un peu technique, mais c'est le terme. Faut chercher sur Google ce que veut dire non index. En gros, ça veut dire quand on met dans une page la balise non index, on dit à Google ne t'occupe pas de cette page-là en fait. Ce qui fait que même si tu as 1000 produits sur ton catalogue et que tu en as 900 qui sont pas remplis, et ben tu mets ces 900 là en non index, et ben Google il connaît que 100 produits et donc tu as un site qui est 100% bien rempli, du moins en termes de fiches produits, tu vois. Donc toi, cette problématique-là, tu l'as pas en fait actuellement avec ta boutique parce que tu n'as qu'un produit, donc je suppose que tu vas prendre le temps de rédiger correctement la fiche produit. D'ailleurs, peut-être que tu fonctionnes pas juste par une fiche produit si tu n'as qu'un seul produit. Mais déjà, il y a cette problématique-là en fait avant même de se dire je voudrais être bien référencé, il faut se dire qu'est-ce que je donne à Google. C'est quoi la représentation de mon site pour Google? Est-ce que je suis 90% de mes pages sont nazes ou est-ce que au contraire j'ai un pourcentage de pages de bonne qualité? C'est déjà la première problématique. C'est quand même assez spécial parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est que 90% de ton site web ne sera pas indexé par Google, ce qui t'empêche d'aller chercher des impressions sur Google pour toutes ces pages-là. Mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact significatif à la hausse sur les fiches produits que tu as bien remplies? Je suis d'accord qu'il y a on va dire quelques années, enfin il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a pas si longtemps que ça, ça aurait sûrement fait, il y a pas mal de référenceurs qui auraient un peu les cheveux qui seraient dressés sur la tête en entendant ça. Maintenant, si tu vas voir des référenceurs, ils vont être assez d'accord avec moi. Le problème, c'est que l'époque où fallait faire plein de pages, etc., pour plaire à Google, pour essayer d'arriver sur la longue traîne. Alors, je vais expliquer ce qu'est la longue traîne parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est c'est. ce que j'allais dire. En fait, la longue traîne, c'est que en gros, en référencement, et c'est valable pour plein de choses. La longue traîne, c'est un concept qui est super intéressant à étudier pour un e-commerçant. En gros, c'est que en référencement, on va avoir quelques dizaines de mots-clés qui vont apporter énormément de trafic. Ensuite, on va avoir au milieu des mots-clés de milieu de traîne, justement, qui vont être des mots-clés qui vont être assez concurrentiels, qui peuvent apporter pas mal de trafic, mais c'est assez difficile quand même de se positionner dessus dans les moteurs de recherche. Et après, la longue traîne, ça va être tous les mots-clés qui apportent très peu de visites, mais qui sont très faciles, où c'est très facile d'apparaître en première page de Google. Et du coup, ces mots-clés-là sont très nombreux, donc du coup, cumulés, en fait, on se retrouve avec peut-être 1000 mots-clés qui nous rapportent 10 visites, donc on se retrouve avec 10 000 visites, en fait. Donc c'est ça le principe de la longue traîne. Je vais juste donner peut-être un exemple. Donc, mettons qu'on pourrait dire un mot-clé qui est excessivement compétitif, qui est dans les premiers, on pourrait dire yoga. Puis ensuite de ça, au milieu, tu pourrais avoir tapis de yoga. Et puis la longue traîne, ce serait tapis de yoga avec un Batman dessus. Ouais, Donc, clairement. on voit que plus que tu es spécifique, plus que tu es sur la longue traîne. Et ça se peut que tu aies, je sais pas moi, un article de blog ou encore un top 5 des meilleurs tapis de yoga qui va se référencer sur des mots-clés de longue traîne à cause que du contenu intéressant ou pertinent, mais ça va jamais se référencer sur le mot-clé yoga qui probablement que c'est Wikipédia puis d'autres sites avec des très très hauts scores d'influence qui vont être capables d'arriver là-dessus. Justement, tu viens d'aller dans mon sens parce que justement tu dis tu peux avoir un article de blog qui parle des tapis de yoga ou par exemple t'en as un qui va parler de tapis de yoga avec Batman dessus, l'autre avec un autre, l'autre avec etc. Et et le fait est que il y a une époque, si on avait voulu se positionner sur tapis de yoga avec une tête de Batman dessus, on aurait créé un article de blog spécifiquement pour ce mot-clé-là. On aurait mis 300 mots maxi et voilà. A priori, comme il n'y avait pas trop de concurrence, ça aurait fonctionné, on aurait été positionné dessus. Ça marche plus maintenant. Ce que va faire Google maintenant, c'est que il va trouver un article où justement tu as 5-6 tapis, où l'article il est bien fait,
t'as des photos de l'article, on t'explique pourquoi il est bien, pourquoi chaque tapis sont sympas. Et en effet, dans cet article-là, tu as le tapis de yoga avec la tête de Batman, tu vois. En effet, c'est un des 5 meilleurs tapis dont tu parles dans ton article. Et Google, il va positionner cet article-là sur ce mot-clé de long train, tapis de yoga avec la tête de Batman. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est plus utile d'avoir 10 000 pages, c'est utile d'avoir des bonnes pages. Tu vois. Et je vais te donner un exemple, c'est que moi, sur mon blog, en fait, je me suis mis au blogging sérieusement il y a à peu près 2 ans. J'avais déjà ce blog avant, en fait. Ce blog me servait simplement pour partager un petit peu mes découvertes en termes de développement sur PrestaShop, et je les partageais. Ça permettait de faire marcher un peu la communauté des développeurs, etc. Ça rendait un service, et moi, ça me permet de les garder. Ça me permettait de garder mes morceaux de code, etc. Donc, j'avais déjà presque 350 articles, en fait, sur ce blog quand j'ai commencé. Mais des articles typiques développeurs. 350 articles, c'est immense. Ouais, mais après, en fait, c'était des articles où je mettais voilà, pour faire ça, j'ai rencontré ce bug-là, machin, vous allez sur ce fichier-là, vous faites ce code-là, vous allez sur ce fichier-là, vous mettez ce code-là, machin, tu vois, il y avait très peu de texte, il y avait beaucoup de code, mais très peu de texte, et le code, Google s'en fout, hein, ça veut pas dire grand-chose pour lui. Donc, en gros, tu avais très peu de texte. Et j'avais donc 300 articles, pardon, voilà. Et donc, je me suis mis à bloguer sérieusement, etc. Donc, mon référencement, mon trafic a bien augmenté, et le fait est que, à un moment, il y a des articles qui devaient être mieux référencés que ça d'après moi et qui l'étaient pas. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tous ces articles qui sont axés pour les développeurs, alors que maintenant, moi je parle de réussir mon e-commerce, les e-commerçants c'est pas des développeurs, ils s'en foutent complètement de ce que je vais raconter, comment on va corriger tel bug, etc. En allant dans le code, ils savent pas le faire. Donc j'ai pris, j'avais raconté l'autre fois, je crois 187 articles. J'ai supprimé 187 articles de mon blog, en fait, en l'espace de 1 mois. Et j'ai pris plus 30% en trafic. Oh my God! Pour être honnête avec toi, il reste à peu près 100 articles, je crois, 80 articles qui sont tagués dans mon blog. Tu vois, j'ai mis un petit tag dedans et c'est écrit à supprimer, en fait. Pourquoi? Je les ai pas supprimés encore parce que, ces articles qui sont quand même assez sympa pour les développeurs et ça m'embête un peu de les enlever. Les 150 articles que j'ai enlevés avant, bon franchement c'était plus d'actualité, ils servent à rien, bon voilà, je les ai enlevés, tu vois. Mais les 80 qui restent, ils sont encore d'actualité, ils servent pour les développeurs et bon voilà, après c'est moi la communauté des développeurs PrestaShop m'a bien aidé plein de fois, donc je trouve ça normal d'essayer de continuer à les aider. Donc pour l'instant ça m'embête de les enlever tant que j'ai pas d'autre endroit pour les mettre. Et c'est aussi, donc du coup, comme ils sont encore utiles, ils m'apportent un peu de trafic. Mais c'est pas le trafic qui m'intéresse du tout, tu vois. Donc du coup, ces articles-là, je vais les enlever à un moment donné. Quand j'aurai trouvé une solution, je pense que je vais faire un autre blog et je vais mettre dessus, tu vois, tout simplement. Et clairement, je pense qu'en effet, je vais perdre un peu de trafic par rapport au trafic qui allait directement sur ces articles-là. Mais je suis persuadé que mes autres articles vont gagner en trafic. Donc en gros, ça va s'équilibrer. Par contre, ce sera le trafic que je vais obtenir. Parce que j'ai rien à vendre aux développeurs derrière, tu vois. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas la première fois que j'entends des histoires de j'ai supprimé des articles de mon site web, ce qui a fait en sorte que ça a augmenté mon trafic. Je pense qu'il y avait Neil Patel qui avait fait une étude de cas là-dessus récemment. J'ai entendu plein. Brian Dean, je sais pas si tu connais Brian Dean. Non, ça. Du site, alors je le conseille à tout le monde. Hein, il a un site qui s'appelle Backlinko. Et en fait, j'avais échangé par mail avec lui et il m'avait expliqué la première chose que je fais quand je vais voir un site, je regarde toutes les pages que je veux plus voir. Il commence par ça en fait. Il commence par supprimer des pages. All right. Bon, je pense que quand tu prends sa prestation et qu'il dit on va virer 250 pages, tu regardes avec des yeux un peu bizarres parce que qu'est-ce qu'il fait, lui? OK. Fait que dans ce contexte-là, l'idée de mettre en no-index toutes les pages de e-commerce qui ont pas été remplies, ça fait complètement du sens. Dans ce contexte. Et pour le coup, elles sont no-index, elles sont pas supprimées. Tu vois, moi, sur mon blog, je les ai complètement supprimées. Ouais, parce que là, il faut les garder parce que là, les gens peuvent peut-être acheter ces produits-là.
Mais c'est spécial. OK. Fait que, mais il n'y aurait pas moyen, je sais pas, de générer automatiquement du contenu pour ces pages-là, justement pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'intéressant pour Google, sans qu'on ait nécessairement besoin de les mettre en no-index? Du coup, le problème en fait, c'est que Google, il va pas forcément apprécier que le contenu que tu vas générer automatiquement. Donc, faut vraiment. Maintenant, Google est devenu très fort pour détecter ça. Donc, c'est assez risqué. En fait, là, tu te diriges plus vers une pénalité qu'autre chose. Après, même si tu y arrivais à le faire, à générer un contenu qui va plaire à Google, est-ce que ton contenu généré automatiquement, il va plaire à tes lecteurs, à tes prospects, tu vois? Et même si c'est un contenu qui veut dire quelque chose, c'est même pas un contenu qui est fait pour vendre, tu vois, c'est pas une fiche produit que t'as rédigée pour bien vendre, etc. Tu vois. Donc clairement, non, pour moi, il y a deux solutions sur un site e-commerce. Soit tu passes du temps où tu payes quelqu'un pour rédiger tes fiches produits correctement, soit tu rédiges que celles qui sont vraiment importantes. Donc à toi de choisir ton critère d'importance. Ça peut être le bénéfice que tu as sur la marge que tu as sur le produit, ou le volume que tu peux amener de clients, parce qu'après derrière tu peux avoir toute une stratégie pour les fidéliser, tu vois. Ça, il y a pas de souci. Mais voilà, tu définis quel est le point fort d'un produit, et tu prends tous les produits qui sont les plus forts dans ce domaine-là, tu rédiges leur fiche produit, et puis les autres, tu les mets en no-index. La plupart des produits, mettons que je sais pas, moi j'achète une tasse, un carnet, un appareil photo, ils ont tous déjà des descriptions qui sont fournies habituellement par la compagnie qui vend ce produit-là. Donc, est-ce qu'on peut pas juste reprendre, en fait, la description de produit, puis mettre ça sur notre fiche et puis on est en business? Ou? Non, clairement non. Ça va. Le problème, c'est que si tu fais ça, qu'est-ce que va faire ton concurrent qui vend le même produit? Il va faire la même chose parce que c'est super facile. Et du coup, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle du duplicate content, c'est-à-dire qu'en gros, Google va arriver sur ton site, il va voir la description et qui va faire OK, donc cette page-là a cette description. Il va aller sur le site de ton concurrent, il va voir la même description, il va faire OK, il y en a un des deux qui a copié. Maintenant, Google, il va dire bon, je vais taper sur un des deux. Je sais pas lequel c'est. Je vais taper sur un des deux. Il va prendre ses propres critères. Le critère le plus comment dire efficace pour ne pas subir du duplicate content. C'est en fait si quelqu'un copie ta page, en gros Google il considère que c'est le premier qui l'a repéré, qui est à l'origine du texte. Donc qui a la propriété du texte. Donc le deuxième que Google repère avec le même texte, c'est le copieur, donc c'est lui que Google va pas apprécier. Donc au début, il va déclasser ses pages et à un moment, il peut carrément le bannir. Donc faire attention à ça. Maintenant, le problème qu'il y a avec ça, c'est que vous avez jamais la garantie que Google il vous a détecté en premier en fait. Donc il y a vraiment ce problème-là. Et puis après, voilà, peut-être que les descriptions du fournisseur, elles sont déjà disponibles depuis longtemps ailleurs, quoi. Et ça, vous le savez pas. Donc clairement, non, Et puis après, les descriptions de fournisseurs, c'est pas fait pour vendre à des prospects. Hein. C'est assez compliqué. En règle générale, c'est pas des super descriptions quand même. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On prend le temps d'écrire des descriptions de produits qui sont persuasives et on met en no-index tous les produits qui n'ont pas de description. Puis on essaie de se concentrer sur les produits qui ont le plus de potentiel de revenus en premier et de référencement. Fait, je suppose qu'il y a des plugins qui permettent de faire ce qu'on vient de discuter, puis que c'est quelque chose qui est assez technique, mais on n'a pas besoin de le faire manuellement. Là. Mettons qu'on a 10 000 produits, on n'a pas besoin de passer chacun d'eux à la main. On est capable de faire une fonction, puis ça va bien aller. Ensuite de ça, y a-t-il d'autres considérations à aller chercher au niveau du référencement? On a parlé, c'est ça, c'est du on-site SEO, mais il y a toute la question de off-site, la génération de liens, la rapidité de ton site web, la structure de ton site web. Il y a comme plein d'autres aspects du référencement. C'est lesquels, selon toi, les plus importants à considérer en deuxième? Juste pour revenir vite fait sur le on-site, parce qu'en effet, tu as tout à fait raison. En gros, on peut séparer le référencement en deux choses, c'est le on-site et le off-site. Donc, c'est ce qu'on fait sur notre site et ce qu'on fait en dehors de notre site. Pour revenir sur un truc important du on-site, tu disais, est-ce qu'on peut faire une description, trouver un moyen pour remplir rapidement ces fiches produits? Une autre raison pour laquelle il faut quand même prendre le temps de faire des bonnes fiches produits ou des bonnes descriptions de catégories ou une bonne description sur une home page, etc.
Euh, une autre raison qui est importante, c'est que Google est capable de mesurer. Alors, il n'est pas capable de mesurer la qualité. Il a un système en fait. En gros, Google prend. Il y a 200 critères chez Google en gros, mais on peut tout réunir en 2 critères que moi j'appelle la popularité et la pertinence. La popularité, on va reparler après, c'est tout ce qui va être off-site justement. Et la pertinence, c'est tout ce qui va être on-site. Et pourquoi il fait ça Google? Parce que justement, c'est une machine, il peut pas dire que quelque chose est de qualité ou pas. Donc en fait, il a reproduit un comportement humain en considérant quelqu'un qui est pertinent et populaire, c'est quelqu'un entre guillemets de qualité. Tu vois. Donc il fait ça sur des pages. Et donc la pertinence, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, Google, quand on va cliquer sur un de ses résultats, on va arriver sur la page, enfin voilà, ta page, la page de ta fiche produit, et ta page, elle est nulle en fait, elle m'intéresse pas. Je sais pas, elle est mal faite, ou le texte, il veut rien dire, ou c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai cliqué sur le résultat de Google. Bon, ok, je reviens sur Google, il y en a 9 autres des résultats à aller voir, et je clique sur un autre. Ça, c'est des mesures que Google il prend en compte. Et en gros, si tu es pas pertinent par rapport à la recherche que la personne a faite, tu vas avoir ce qu'on appelle un taux de rebond, c'est-à-dire que la personne elle est arrivée sur ta page, elle est repartie sur Google, Google va mesurer ce taux de rebond là et il va te faire descendre ton site en fait. Ça marche à l'envers, c'est que si tu as un très bon taux de rebond, c'est un très faible taux de rebond, c'est-à-dire que peu de gens reviennent sur Google après être arrivé sur ta page, il va faire monter ton site. Et d'ailleurs, tu peux jouer là-dessus de façon assez puissante. C'est que qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que Google, en fait, tu vas être en 3e position. Google sait qu'en gros, qu'en 3e position, le taux de rebond moyen, c'est, bon, j'ai pas de chiffre, on va dire 40%. Ouais, j'en sais rien, je dis un chiffre au hasard, c'est 40%. Et il va voir que ton résultat, il a que 25%, alors que le résultat numéro 2, lui, il a 35%. C'est-à-dire, il y a un problème. À mon avis, le résultat numéro 3, il est plus intéressant que le numéro 2, donc je vais le remonter. Parce que Google, évidemment, veut donner des bonnes réponses à ses utilisateurs. Donc déjà, il y a cet aspect-là, et donc inversement, hein, donc c'est que si tu as un taux de rebond qui est plus fort que la moyenne, tu risques de redescendre. Et là où tu peux en plus jouer là-dessus, c'est que le taux de rebond, en fait, tu sais mesurer comment? C'est-à-dire la personne, elle clique, elle arrive sur ton site, et elle revient. Et bien en fait, tu peux inciter au clic dans ton résultat. C'est-à-dire que dans ton résultat de Google, tu as le titre, tu as la description. Ça, tu peux les gérer, c'est ce qu'on appelle la meta-title et la méta-description. Tu peux les gérer. Si tu fais une super meta-title, une super méta-description, les gens vont aller plus cliquer sur ton résultat que les autres résultats, en fait. Tu vois. Et si en plus ta page derrière, elle répond à la promesse, en gros, parce que c'est une promesse que tu fais dans tes résultats de Google, eh bien, les gens vont pas revenir. Donc ça, Google, il va tout mesurer. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, j'ai un article de blog sur comment éviter la pénalité de retard sur la déclaration de TVA. Tu vois, c'est un vieil article qui devrait normalement virer, mais il est encore assez intéressant. Et il est aussi intéressant parce que justement, j'ai plus de clics que tout le monde que les 10 premiers résultats sur le mot-clé déclaration de TVA en retard, si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai plus de clics que tout le monde alors que je suis en 4e position, tu vois. J'ai plus de clics que le premier, plus de clics que le 2e et le 3e en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que ma description et mon titre sont carrément mieux foutus que les autres résultats. Alors les 3 premiers résultats, c'est les sites des impôts en fait, tu vois. Donc ils ont fait des titres pourris, des descriptions pourries, tu sais même pas de quoi ça parle. Moi en dessous, j'ai expliqué clairement comment éviter la pénalité de retard lorsque vous n'avez pas déclaré votre TVA. Tu vois. Et les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Normalement, si ton taux de clic est vraiment bon, tu vas le faire, tu sais, Google va te monter, là, il va te mettre en 2e, en 3e ou même en premier. Sauf que là, dans ton cas, c'est des sites gouvernementaux, fait que c'est sûr à 100% qu'ils vont être en premier. Là, c'est assez difficile à déclasser le gouvernement dans les résultats de recherche. Fait que ça se peut très bien, en fait, que tu aies effectivement plus de clics que les premiers. Mais j'allais justement te demander là, comment est-ce que tu sais combien de clics qu'ils ont, mais dans ce cas particulier-là, ça fait du sens. Alors, c'est pas que tu sais exactement combien de clics ils ont, c'est que tu connais les pourcentages moyens de taux de clics par résultat. Alors, je les ai plus exactement en tête, mais
le premier résultat doit être à 38%, après le deuxième 27%, après peut-être 20% pour le troisième ou quelque chose comme ça, et on tombe en dessous de 10%, je crois, pour tous les autres résultats. Et moi, je suis à 46%. Ça, tu peux le voir dans Google Search Console. Alors, Google Search Console, c'est un outil que Google met à notre disposition pour voir plein d'infos, et notamment le taux de clic sur les mots-clés, combien de fois on est cliqué lorsqu'on tape tel mot-clé, et le taux de clic. Et moi, il m'indique dans les 40-48%. Donc, tu vois, je suis supérieur, mon taux de clic est supérieur à la première place, en fait. C'est quand même très drôle, ça. Comme tu dis, en fait, mais le pire, a priori, c'est que en théorie, je le crois tellement à cause que lorsque moi, mettons, là, je suis en train de chercher de l'information sur la comptabilité, sur peu importe, là, tu sais, un sujet vraiment plate, et puis quand que je vois le site du gouvernement en premier, je sais que si je clique là-dessus, je vais vouloir m'arracher la tête puis je comprendrai rien. Fait que j'y vais même pas. Ah ouais, non, mais évidemment. Et après, il y a une forme de... Google va récompenser aussi un peu la légitimité. C'est-à-dire que si tu as un problème avec la TVA, Google, il va forcément mettre le site des impôts, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, il va forcément mettre le site des impôts parce que c'est normal, en fait. C'est une évidence. Après, il peut le mettre en première position, comme c'est le cas dans mon exemple. Après, il peut aussi le mettre plus bas si c'est pas super évident. Mais là, clairement, oui. En fait, tu peux même avoir la réponse dans les articles en question, qui sont dans les 3 premières places. Sur la même réponse que moi. Enfin, non, c'est pas la même réponse que moi, mais tu peux avoir une réponse, pardon. Mais le fait est que les gens font forcément demi-tour parce qu'il est complètement naze, l'article derrière. Mais c'est surtout, en fait, le titre et la description qu'ils ont mis, qui donne absolument pas envie. Tu comprends rien, quoi. Tu sais d'avance que tu vas rien comprendre, un peu comme tu disais, tu vois. Alors que moi, clairement, c'est comment éviter la pénalité de retard. Tu vois. Donc, tu vois, tu sais que tu vas avoir la réponse à ta question. Et puis ça, c'est un truc de référencement, pas seulement pour les e-commerce, mais également pour n'importe quel blog. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais avoir un titre pour les médias sociaux, ou ce que là, ça va être un titre qui va être plus vague, plus clickbait, plus qui veut pas nécessairement qui vise pas nécessairement une question particulière. Puis je vais faire un deuxième titre qui va être mon titre de référencement qui va apparaître sur Google, qui là, ça va être comme que tu viens de dire, comment faire X, pourquoi Y, puis vraiment qui va répondre à une question. Et ça, ce genre de titre-là est beaucoup plus cliqué dans les résultats de recherche et pas nécessairement sur les médias sociaux, parce que là, tu as besoin de comment ce tapis a tué quatre personnes. Versus l'autre, c'est, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec mon histoire de tapis, mais je pense que tu comprends ce que je veux en venir. Mais oui, vas-y. T'as entièrement raison, en fait, hein, c'est valable pour pour tous les sites, en fait. Et il y a quelque chose qui est important à comprendre, notamment pour les commerçants, mais aussi pour les autres sites, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche. C'est-à-dire quand tu tapes un mot-clé dans Google, tu as une certaine intention. Par exemple, justement, pénalité de retard TVA. Si tu tapes ça, faut essayer de se mettre à la place des gens et de se dire quelle est leur intention de recherche. Est-ce que ils veulent savoir dans quel cadre la pénalité elle s'applique, ou est-ce qu'ils veulent savoir je sais pas moi, qui a inventé la pénalité de retard TVA, tu vois, ou est-ce qu'ils veulent savoir comment ne pas la payer. Donc clairement la réponse, il y a de grandes chances que ce soit comment ne pas la payer, et peut-être en deuxième dans quel cadre elle va s'appliquer. Mais ils se foutent complètement qui a sorti la pénalité de TVA, de retard de TVA, tu vois. Et en fait, pour les e-commerçants, pourquoi c'est important, c'est que quand tu vas, alors pour faire un exemple, j'ai pas forcément d'exemple, mais quand tu vas taper un mot-clé, parfois les commerçants essayent de positionner une fiche produit là où les gens recherchent une réponse via un article, une vidéo, quelque chose, tu vois. Par exemple, si tu mets comment ne plus ah oui, attends, je vais prendre un exemple qui devrait être parlant. Ça va être meilleur que mon exemple de tapis, c'est ça, c'est sûr. comment déstresser devant la télévision. Ok. Toi, tu vends une couverture qui a des effets déstressants. Mm-hmm. Hein. Ouais. Tu placeras jamais ta fiche produit sur comment déstresser tranquillement devant la télé, ou comment déstresser à la maison, ou un truc comme ça. Parce que les gens veulent pas acheter un produit, ils veulent des solutions. Donc là, il faut que tu fasses un article de blog qui dit, voilà, vous êtes stressé, nanana, vous êtes rentré du boulot, vous en avez marre, etc. Vous avez envie de vous poser, d'être tranquille, voilà des solutions.
ou voilà la solution. Et là, tu parles de ta couverture, mais il faut pas que ce soit une fiche produit là, de ce truc-là. Il faut que ce soit un article qui répond à la question des gens. Et moi, je conseillerais, pour que ça plaise vraiment aux gens, que tu proposes différentes solutions en fait, tu vois. Faites-vous une tisane, machin, tu vois, j'en sais rien. Et dedans, tu parles évidemment de ton produit et tu rediriges vers ta fiche produit. Là, tu auras un article de blog qui sera positionné sur comment déstresser après le boulot. Et après, tu seras positionné ta fiche produit sur couverture déstressante. Là, tu vois, l'intention de recherche est quand même super différente entre comment déstresser et couverture déstressante. Il y en a un, il veut acheter un produit, l'autre, il veut trouver une solution. Et tu places pas les mêmes types de pages sur ces requêtes-là, en fait. Donc, est-ce que tu es en train de dire que pour quelqu'un qui a un e-commerce, c'est important d'investir dans la création de contenu, d'avoir un blog, d'avoir des vidéos, d'avoir des choses qui peuvent être indexées et trouvées par les moteurs de recherche? Autre que les fiches de produits, là. Tu fais une transition absolument magnifique vers le off-site dont on voulait parler, parce que justement, on peut faire ce que tu dis, c'est-à-dire créer un blog et attirer, obtenir du trafic via ce genre de mots-clés dont je parlais, donc comment déstresser après le boulot. Donc tu crées ton blog et tu rédiges un article qui va parler de ça et tu fais un lien vers ta fiche produit, etc., etc. Tu peux faire comme ça. Le problème des e-commerçants, du moins les e-commerçants à qui je m'adresse avec mon blog, la majorité des e-commerçants à qui je m'adresse avec mon blog, c'est que ils sont tout seuls ou à deux. Rédiger les fiches produits, c'est déjà long. Si tu leur dis qu'il faut rédiger des articles de blog en plus, tu vois, ils commencent à devenir fous. Et le problème de rédiger des articles de blog, c'est bien, mais si de toute façon, tu ne fais pas venir des liens vers ce blog, tu seras pas positionné non plus. Parce que Google, même si tu fais des articles très intéressants, si t'as pas de liens qui viennent vers ton blog, tu n'auras pas plus de trafic, en fait. Donc, à un moment, il faudra bien les obtenir, ces liens. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que cet article-là, plutôt que comme a priori, ça va pas forcément être comment déstresser après le boulot, tu vois, c'est pas forcément, c'est plutôt un mot-clé de longue traîne, en fait, tu vois. Donc, il n'y a pas non plus un trafic de dingue à récupérer là-dessus. Donc, ce que je conseille, c'est que moi, c'est d'aller voir des blogs d'autres personnes, de rédiger un article invité sur ce sujet-là, tu vois. Et du coup, tu vas t'adresser déjà à une audience existante. Tu vas diriger vers ton produit dans ton article invité, tu vas diriger vers ton produit avec un lien. Et en plus, s'il se positionne cet article-là, eh bien, il y aura toujours ton lien dedans, en fait. Et comme c'est un article qui sera bien positionné, qui sera bien référencé, eh bien, ton lien aura plus de poids pour référencer ta boutique en ligne. Tu vois? Donc moi, c'est ce que je conseille, c'est de rédiger pour d'autres blogs quand tu as un e-commerce et que t'as pas le temps de rédiger ton blog, plus faire des liens, plus machin, bah fais directement des articles sur d'autres blogs en fait. Puis moi, je pense que les deux premiers endroits à aller bloguer, là, mettons que ça vous tente pas de contacter des blogueurs et puis de leur dire « Hey, salut, moi c'est X, j'aimerais ça faire des articles sur ton site. » Medium et LinkedIn vous permettent d'héberger des articles de blog. Ben, Medium, ça sert juste à ça, mais LinkedIn, on peut également faire des articles là-dessus. C'est deux domaines avec une autorité incroyable qui vous permet, ça va vous donner un lien. Je pense qu'il n'est pas follow, mais ça va quand même vous donner un lien vers votre site. Et voilà. Ces articles-là vont bien se référencer dans les moteurs de recherche parce qu'ils sont hébergés sur LinkedIn et sur Medium. Ouais, alors c'est vrai. Maintenant, à vérifier. Je vais me le noter d'ailleurs, j'irai vérifier. Je suis à peu près sûr que sur LinkedIn, il soit en nofollow. Alors, nofollow, ça veut dire simplement que il y a bien et bien un lien dans votre article vers votre site, mais que Google n'en tient pas compte. Ça n'améliorera pas le référencement de votre site. Donc du coup, si la stratégie c'est juste d'acquérir du trafic via ce lien directement, ça peut fonctionner parce qu'il y a des gens qui vont trouver l'article et cliquer sur le lien. Mais si la stratégie c'est aussi de faire du référencement, là cet article-là n'aura pas de poids en fait en termes de référencement. Donc à voir en effet. Mais ça peut déjà être parce qu'en effet, t'as raison que quand tu vas voir un blogueur et tu lui dis bonjour, j'aurais rédigé un article chez toi, etc. Il te connaît pas du tout. Il sait pas ce que tu sais faire. Il sait pas si l'article que tu vas faire il est pourri. Il sait pas si tu vas juste passer ton temps à faire la promotion de ton produit, ce qu'ils vont détester. Ça peut être bien d'aller publier sur des plateformes comme ça, faire des super articles et dire bah voilà, moi le genre d'article que je veux te proposer, c'est ce genre de truc là que j'ai déjà fait. Tu vois, c'est des super articles, etc. Si on fait vraiment un super article,
il y a plein de blogueurs qui seront prêts à publier parce que les blogueurs, hein, le problème majeur qu'on a, c'est de trouver le temps de publier quelque chose de sympa. Et du coup, voilà, si on a la preuve que la personne a fait du super boulot, il n'y a pas de problème pour la publier chez nous, quoi. Et puis, qu'est-ce que tu penses aussi? Il y a plein de questions qui sont posées sur Internet, sur Yahoo Ask, sur Reddit, sur Quora. C'est sûr que ça, c'est en anglais. Là, je sais pas c'est quoi exactement les alternatives francophones. Mais moi, je pense aussi que de prendre le temps de répondre aux questions sur ces plateformes-là, même, encore une fois, si les liens sont pas nécessairement en do follow, c'est-à-dire que ça va pas nécessairement systématiquement augmenter ton référencement, ça va faire en sorte que lorsque les gens ils font leurs différentes recherches, ils vont finir par tomber sur les réponses que tu as données et plus qu'ils entendent parler de toi souvent par différentes sources, et bien là, à ce moment-là, ben, plus que ça va être facile d'être capable de convaincre les gens que tu es une source qui est fiable pour être capable de distribuer puis d'acheter ce produit-là. Encore une fois, le lien que tu vas obtenir va pas t'aider pour le référencement. Directement, je veux dire, Google va pas le prendre en compte. Maintenant, en effet, tu as raison que plus tu es visible, plus tu montres que tu es un expert, plus ça t'aide. Et en fait, le référencement, pour moi, c'est un travail de réseau, en fait. C'est-à-dire que, en effet, il va falloir, en fait, le référencement, ça se fait plus en allant mettre des articles à des endroits où tu peux arriver, voilà, puis personne te connaît, tu mets ton article et puis voilà, tu t'en vas et tu reviens plus jamais. Ça marche plus comme ça. En fait, faut montrer patte blanche avant de pouvoir mettre un lien au bon endroit. Donc, ça veut dire, comme je disais, aller voir des blogueurs, mais les blogueurs, ils vont pas forcément accepter s'ils te connaissent pas, etc., etc. Et du coup, en effet, si tu travailles ta notoriété via des plateformes comme Yahoo Questions-Réponses, c'est le nom en français de Yahoo Ask, Yahoo Questions-Réponses, ou même les forums, en fait. Moi, je conseille vachement les forums. Je conseille vachement les forums parce que souvent c'est très thématisé. Et du coup, tu vas avoir des gens qui peuvent être très, très intéressés. En gros, si tu cherches un petit peu, tu vas forcément trouver un forum où il y a tes clients dessus, en fait. Et du coup, si tu es une personne qui interagit souvent sur le forum, les gens vont te connaître. Alors souvent, en plus, sur un forum, t'as plus de facilité pour mettre un lien vers tes produits, notamment dans ta signature, etc. Et tu vas pouvoir montrer que tu es un expert. Et du coup, ça va te faciliter la tâche. Déjà pour vendre tes produits, mais aussi après pour aller contacter d'autres blogueurs. Moi, par exemple, tu vois, t'as le forum PrestaShop, je sais plus combien j'ai peut-être 1700 messages ou quelque chose comme ça, ou 1500 messages, je sais plus. Donc déjà, à chaque fois, j'ai ma signature en dessous. Ça se fait pas en 5 minutes, hein. Ça fait 8 ans ou 9 ans que je travaille sur PrestaShop, donc j'ai eu le temps de les rédiger, hein, mais j'ai ma signature qui est en bas de chacun de mes messages, qui dirige vers mon blog. Et clairement, il y a plein de gens qui me connaissent par ça, en fait, tu vois. Les gens qui achètent mes modules parce qu'ils m'ont vu faire sur le forum, etc., etc. Donc clairement, oui, c'est un bon moyen d'augmenter ta popularité, mais pas ta popularité aux yeux de Google, ta popularité aux yeux des gens, et après, tu utilises ça pour justement obtenir des bons liens. Ah, et puis justement, OK, fait on peut commencer par utiliser les plateformes, bon, comme on a mentionné, Medium, LinkedIn. Ensuite de ça, on peut répondre aux questions sur Internet. Et ensuite, on s'en va approcher des blogueurs, on publie des articles sur leur site et tout ça. Bien sûr, ça va nous ramener des liens vers notre site web, ça va augmenter notre notoriété. Mais comme que tu as mentionné tantôt, c'est assez difficile quand on a déjà nos fiches de produits à faire, quand on a notre boutique à gérer, toute la logistique. Comment est-ce qu'on... Ça peut être difficile de trouver le temps pour être capable de faire tout ça. Est-ce que tu as des stratégies pour être capable de... Tu sais, tu as lu la semaine de travail de 4 heures, là. Lui, il est très, très fort pour engager justement des gens sur des sites de sous-traitance ou... je sais pas, sûrement qu'il y a des... Moi, je les connais pas, là, mais peut-être que toi, tu en connais des réseaux d'auteurs, en fait, qu'on pourrait contacter pour sous-traiter ce genre de travail-là? Alors, j'ai pas de réseau en particulier parce que mon idée pendant très longtemps du référencement, c'était que c'était toujours mieux fait par soi-même, en fait. Parce que si tu veux faire une bonne fiche produit, faut connaître ton produit, faut connaître ton client, etc., etc. Maintenant, ça fonctionne, tu peux le faire, mais tu as toujours cette problématique que t'as que 24 heures dans ta journée et qu'il y a un moment, si tu veux aller plus vite, il faut que quelqu'un s'y mette. Et donc, en fait, là, pour l'instant, je
je peux pas répondre spécialement à ta question parce que mon objectif futur, ça va être dans ma formation référencement pour les commerçants que j'ai créé, de rajouter un module qui va être en gros la délégation. Comment tout ce que je vous ai appris dans les premiers cours, vous allez pouvoir le déléguer. Mais avant de pouvoir faire ce module-là, c'est à moi déjà de le faire, d'essayer, de voir comment ça fonctionne. Et par contre, là où tu dis le problème c'est que ça prend du temps d'aller rédiger des articles invités, etc. pour des commerçants qui n'ont pas forcément déjà beaucoup de temps. Clairement, ça se fait pas en 5 minutes. Maintenant, il y a quelque chose qui est évident, mais qui malheureusement bloque énormément de gens, c'est que ton premier article, quand tu vas le rédiger, tu vas mettre des plombes à le rédiger. Et tu vas pas être satisfait à la fin de ton article. Tu vas avoir limite honte de l'envoyer au blogueur. C'est ok, c'est normal. C'est ton premier article, voilà. Ton deuxième article, il va aller un peu plus vite et ainsi de suite. Quand tu commences à te dire, ok, je fais un article, je sais pas, tu te dis un article par semaine, déjà au bout du 4e, t'es 10 fois plus efficace. Et au bout du 20e, ça n'a plus rien à voir. Ça roule, en fait, tu vois. Et après, il y a des techniques qui permettent d'aller plus vite, que moi j'ai identifié, parce que j'ai quand même rédigé pas mal d'articles. T'as par exemple, déjà, quand on sait qu'on a un volume d'articles à rédiger, tu vois, qu'on se dit je vais rédiger un article par semaine, on sait qu'on a en gros 52 articles à rédiger dans l'année. Bon, déjà la première chose à faire, c'est de faire un brainstorming sur une journée entière où tu vas poser tes 52 idées d'articles. Tu vois. Alors tu utilises ce que tu veux, moi j'utilise Evernote, j'ai mes 52 idées d'articles, ok, c'est bon, je sais que je dois rédiger ça. Après, tout au long de l'année, je vais lire un article sur n'importe quel sujet, tiens, j'ai une bonne idée, ça va dans cet article-là, hop, je la note, voilà. Ce qui fait que quand j'arrive sur mon article à rédiger, toute l'année, j'ai noté j'ai pris plein de petites notes et j'ai plus qu'à les mettre dans l'ordre et j'ai un plan. Donc déjà, t'as pas à te poser prendre la tête. Et puis à la limite, ta recherche d'infos, elle est presque faite, quoi. À moins que t'aies vraiment besoin d'un truc spécifique, mais sinon ta recherche d'infos, elle est faite parce que tu l'as faite au fur et à mesure de l'année. Mais ça, tu peux le faire que si t'as déjà posé tes idées d'articles avant. Donc déjà, ça fait gagner énormément de temps. Après, une fois que t'as fait ça, alors pour faire un plan, c'est pareil, hein, pas besoin de faire un truc de fou, tu fais des bullet points. Et après, le truc que moi je me suis rendu compte, c'est beaucoup plus sympa à lire en plus, c'est de rédiger comme tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, tu rédiges comme tu parles. Tu fais pas des formulations particulières, etc. Même si tu fais des répétitions. Quand on lit un article, moi sur mes articles, tu verras, la plupart du temps, tu peux trouver facilement des répétitions. Pourquoi? Parce que je me prends pas forcément la tête à les corriger. Quand je rédige mon article, je le rédige vraiment comme je parle. Et une fois que je l'ai rédigé, donc ça fait pas forcément gagner du temps, mais c'est moi je le rajoute, c'est pour la fluidité de lecture. Je le relis à voix haute en fait. Et s'il y a une répétition qui me choque pas à voix haute, elle reste. Il y a aucun problème. Tu vois. Donc je suis pas en train de faire de la littérature. Je suis en train de rédiger et c'est beaucoup plus fluide à lire. Mais du coup, rédiger comme tu parles, tu gagnes, je sais pas, 50% de temps parce qu'en fait c'est super naturel. Tu vois. Et après, la dernière astuce pour rédiger plus vite, c'est de rédiger sans te corriger. Tu rédiges tout, et tu fais ta relecture que quand tu as fini de rédiger en fait. Faut pas revenir te dire il y a une faute d'orthographe, etc. Ça on s'en fout, tu corriges, parce que tu casses ton fil d'idée en fait, et c'est super dur à reprendre. Après une technique, je t'en avais déjà parlé, je sais plus dans un article, je sais pas quoi, c'est de faire en batch, c'est-à-dire qu'en fait tu peux aussi rédiger 20 articles. Tu te prends 5 jours ou 6 jours et tu te rédiges 20 articles d'affilée. Après, tu t'en occupes plus, ils sont faits. Parce que tu es plus efficace aussi quand tu rédiges tout d'un coup. Donc déjà, ça c'est des astuces pour gagner du temps. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si long que ça à chaque fois de rédiger un article. Et maintenant, là où justement la plupart des gens qui font du référencement font une erreur, c'est qu'ils vont faire un article pour obtenir un lien pour leur référencement et c'est tout. Et du coup, en effet, ça leur prend du temps et bon, les retours sur investissement, on va dire, ils sont difficiles à mesurer parce que voilà, bon, ça améliore peut-être leur référencement, mais tu le vois même pas, quoi. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un bon article, vraiment ciblé sur nos prospects, qui est vraiment intéressant et qui donne vraiment envie d'aller acheter le produit à la fin. Tu vois. Ce qui fait qu'au final, tu vas poster ton article, tu vas peut-être pas améliorer ton référencement, t'en sais rien en fait. Tu sais jamais vraiment si tu vas améliorer ton référencement, même si tu as des moyens de mesurer un petit peu, du moins de vérifier que tu vas bien poster sur un bon site. Mais si tu as fait un article qui est suffisamment bon, tu vas avoir des ventes, en fait. Tu vois, moi j'ai des articles invités, je les ai rédigés, j'ai fait 300 € de vente derrière. Bon, ça valait les 2 heures, hein.
pour le truc, sachant que ça améliore mon référencement. En gros, après, c'est là que tu vois, ça devient super intéressant. C'est que bon, je vais pas te dire que je fais 300 € dès que je fais un article invité, c'est pas vrai. Mais je déclenche assez souvent des ventes. Il y a des fois je fais 300 €, des fois je vais faire 50 €, des fois je vais faire 0 parce que j'ai été publié sur un blog qui franchement il y a pas ma cible dedans, ou je me suis gouré, ou je l'ai mal rédigé mon truc, tu vois, voilà, ça arrive, ou la faute a pas de chance, on sait pas. Mais voilà, après, imagine le moment où tu te dis bon bah à chaque fois je suis capable de faire 100 ou 150 € de vente sur un article invité. Je peux trouver quelqu'un et le former qui va me faire ça pour 60-70 €. Bah, moi, je fais 5 articles invités par jour, ce rythme-là. Je suis rentable, et du coup, tu améliores ton référencement. Donc, tu vois, c'est là l'intérêt du truc, c'est qu'en effet, ça prend du temps. Même si tu peux en gagner en ayant des bonnes techniques, ça prend du temps. Mais si tu le fais intelligemment, tu as un retour sur investissement qui peut être immédiat, en fait. Ah, c'est très, très intéressant. Autre truc aussi qu'on pourrait donner pour être capable de faire en sorte que ta rédaction est plus efficiente, que ça prend moins de temps, c'est tout simplement t'écris comme que tu parles et tu fais juste engager un éditeur. Quelqu'un qui va arranger tes tournures de phrases si jamais ça fait aucun sens et puis qui va corriger tes fautes. Donc, tu fais juste écrire tout ton texte d'une traite, t'envoies ça à un éditeur et puis c'est fait. En fait, tu l'as peut-être relu une fois et puis on passe à autre chose. Dans ce cas, à la limite, tu vas même plus loin que ça. Tu t'enregistres et puis tu prends quelqu'un qui va reprendre tes idées et te les remettre correctement. Toi, tu parles simplement à un dictaphone, quoi. Exactement. Fait que tu sais, ça, c'est des choses, surtout parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui ont la facilité là, avec l'écriture, pour être capable de bien écrire, pour être capable d'écrire sans faute, parce que c'est sûr que si tes articles là, sont absolument atroces à lire, ça va pas être capable de générer nécessairement des ventes. Là. Fait que si c'est pas sa force non plus, bon, écoute, c'est pas plus grave, on est capable de travailler avec des gens avec qui c'est leur force, c'est pas ça qui manque. Tu disais l'orthographe, etc. Clairement, pour moi, c'est pas un problème l'orthographe, parce que moi, je suis blogueur, je rédige beaucoup d'articles, et franchement, ma moyenne, je pense, sur toute ma scolarité en dictée, c'était 0. Je pense que j'ai jamais eu plus que 0 en dictée. Clairement, c'est quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure. Tu peux te faire corriger, et tu as un logiciel qui est très très bon, qui s'appelle Antidote. À partir du moment où j'ai pris ce logiciel, c'est juste incroyable. Les correcteurs orthographiques des logiciels comme OpenOffice, comme Word, etc. ne tiennent absolument pas la comparaison face à Antidote. Il est juste extrêmement puissant. Moi, voilà, à partir du moment où j'ai utilisé Antidote, je me suis retrouvé avec des articles à 3000, 4000 mots avec 4 fautes d'orthographe, tu vois. Donc après, tu les retrouves, tu les fais corriger, c'est super vite corrigé. Donc ta correctrice te prend pas très cher parce qu'elle lit très vite le truc. Et voilà. Donc franchement, l'orthographe, ça se gère assez facilement. C'est pas un problème. Et puis au niveau là, tantôt tu disais que des fois tu avais des articles qui pouvaient te générer 300 €, des choses comme ça. Et c'est quelque chose aussi avec lesquels j'ai un peu l'expérience lorsque j'ai fait des articles de blog. Moi, j'essayais tout le temps de mettre un lead magnet ou un incitatif que les gens sortent du site où ce que j'ai publié pour qu'elle télécharge, je sais pas moi, un e-book ou n'importe quel gogos ou qu'elle regarde une vidéo sur ma chaîne YouTube, n'importe quoi pour être capable d'aller chercher un engagement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans certains articles invités, tu vas avoir très peu de retour, alors que dans d'autres articles invités, tu vas avoir un retour complètement démesuré. Et c'est un petit peu le principe du biais de loterie, là, dans le sens que ça prend peut-être, je sais pas moi, tu fais sur 50 blog posts, guest post d'invités que tu fais, ça se peut très bien qu'il y en ait 48 que le retour, franchement, il est pas tellement bon. Mais il y en a 2 qui font en sorte que... Ça équilibre. Exactement. Que c'est devenu un investissement de temps excessivement rentable. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, là, l'augmentation de l'autorité de ton nom de domaine. Puis, c'est tous les impacts collatéraux de ces articles de blog-là qui sont pas nécessairement mesurables. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. On n'a pas exactement parlé de qu'est-ce qui fait en sorte qu'un site web va être capable de se positionner dans les moteurs de recherche. Oui, il y a le titre, la métadescription, il y a le contenu sur la page, l'engagement de la personne sur ton site web, le nombre de temps qu'il passe sur ton site, le nombre de pages qu'il voit, toutes des métriques que Google a accès via Google Analytics et Google Chrome. Mais au-delà de ça, il y a ton profil de lien entrant sur ton site web.
Donc, d'où ce qui viennent les liens? C'est quoi la proportion des liens qui sont en follow versus qui sont en do follow? Est-ce que tu as de l'air de quelqu'un qui a acheté des liens? Est-ce que tu as de l'air d'avoir un profil qui est naturel ou qui est spammy? Donc, il y a un paquet de facteurs. Et plus que tu es capable de faire augmenter l'autorité de ton nom de domaine de façon générale et pas au niveau d'une seule page, plus que l'entièreté de ton site a de la facilité à se positionner. Puis c'est exactement ce qu'on disait tantôt avec les sites gouvernementaux. C'est des sites qui sont excessivement crédibles aux yeux de Google. Bon, de un, à cause qu'ils ont un site qui est en .gov, là, l'extension du nom de domaine, comme les .edu puis les .gov, instantanément, ça donne une bonne crédibilité. Mais c'est parce que tout le monde aussi met des liens vers le site du gouvernement en tant que référence, ce qui fait en sorte qu'ils ont encore plus d'autorité au niveau des noms de domaine. Fait que si tu es capable d'avoir des bons liens qui pointent vers ton site, même si c'est pas nécessairement, même si ça t'apporte pas nécessairement les ventes immédiatement, à long terme, on parle sur 1 an, on parle sur 2 ans, on parle sur 3 ans. Tu sais, ta business, t'es pas en business pour 3 mois. Là. Non. Tu es en business d'habitude pour plusieurs années. Faut voir la game de référencement sur la durée de vie de ton entreprise. Tu disais, tu vois, par exemple, les points Gouv ou les points Edu. Pourquoi aussi Google va lui accorder de l'importance? C'est parce que tout le monde ne peut pas les avoir, en fait. Tu peux les avoir que si c'est quelque chose du gouvernement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important et justement qui est rarement pris en compte, c'est que Google a un peu cette notion de tout le monde ne peut pas l'avoir. C'est important pour Google. C'est-à-dire que si je vais, tu vois, si je vais sur olivierlambert.ca et que personne peut publier d'articles invités sur ce site, tu vois, et que voilà, il y a que toi qui t'autorise, qui a le droit de publier parce que c'est ton blog, et qu'un jour tu me dis ok, bah Olivier, viens publier un article en tant qu'invité, et ben pour Google ça aura certainement plus de poids. Alors évidemment c'est pas mesurable, hein, mais ça aura certainement plus de poids de se dire tiens, il y a très peu de liens qui sortent de ce site-là. A priori, on n'a pas facilement un lien quand on est sur le site de olivierlambert.ca, et lui il en a eu un, tu vois. Donc, à mon avis, ce lien-là, il est important. Et donc, il va en prendre en compte pour le référencement. C'est pour ça que quand tu vas sur un site qui te dit, bah voilà, remplissez le formulaire et on vous publie l'article, bah, ça a pratiquement pas de poids parce que tout le monde va le faire. Tu vas avoir des articles pourris, etc. Et Google sait que n'importe qui peut publier là-dessus, tu vois. En gros. Alors après, voilà, comment Google le sait, etc. On sait pas s'il le sait, mais globalement, c'est des métriques qui font qu'il se rend bien compte que n'importe qui va publier là. Et que là, par contre, c'est très rare que quelqu'un va publier ici, en fait, tu vois. Et donc, ce côté, tout le monde n'y a pas accès, bah, c'est là que ton autorité, quand tu la développes, ton autorité réelle, pas juste l'autorité auprès de Google, ton autorité, quand tu la développes, ça t'ouvre des portes vers des blogueurs ou d'autres sites qui ouvrent pas leurs portes à n'importe qui, et du coup, tu obtiens des liens qui sont bien meilleure qualité, en fait. La meilleure métaphore, je pense, pour expliquer ça, c'est celle du page juice qui est moins utilisé ces temps-ci là, dans les nouveaux référenceurs. On parle moins de ça, mais back in the days, quand il y avait le page rank, il y avait aussi le page juice, donc le jus de la page. Et puis la métaphore, c'est très, très simple. Imagine que si tu as, je sais pas moi, une page, mettons, 100 unités de jus, eh bien, à chaque lien, il y a un petit peu de jus qui coule à travers ce lien-là. Plus que c'est haut sur la page, plus qu'il va y avoir de jus qui va couler. Puis là, quand tu es rendu en bas, ben, il va en rester moins à cause que les liens dans le footer, habituellement, sont moins importants. Et puis, les liens les plus importants vont être en premier. Donc, et puis là, si le jus, il coule à l'intérieur du même site web, ben, ça fait en sorte que tu préserves ce jus-là. Je trouve ça tellement drôle de parler de ça en français. Là. En anglais, c'est cool. Là. C'est the paste juice and stuff. Yeah. En français, c'est le jus de la page. C'est malade. Ouais, ça fait un peu malade. Ça fait en sorte que si tu as juste un lien externe, Google va donner plus de valeur il va avoir plus de jus qui va couler vers ce lien externe-là que si tu en as 1000. Et une des choses, c'est quoi? Je pense que tu n'es pas censé avoir plus que 100 liens sur une page dans ton site web. Alors que quand tu en as plus que ça, eh bien là, le crawler, le petit robot de Google, il va pas nécessairement aller visiter tout l'ensemble de tes liens parce que lui, il attribue juste une certaine quantité de processing power par site web. Fait que ça fait en sorte que tu vas perdre un peu le potentiel Google. Fait qu'il faut limiter le nombre de liens sur ça. En tout cas, il y a plein de... Techniquement, là, il y a plein de façons là,
de faire du référencement, mais c'est pas nécessairement ça qui est le plus important. En fait, ce que je voulais m'en venir avec ça, c'est que tu as dit que plus qu'un site est sélectif dans les liens que tu envoies ailleurs, et bien plus que ça va donner un avantage vers la personne qui est capable d'avoir ce lien-là. Ceci étant dit, ça va pas nécessairement te donner plus un avantage à toi-même, dans le sens que c'est pour olivierlambert.com, c'est pas nécessairement dans mon intérêt d'être le plus sélectif possible sur les liens que je donne. Faut pas que j'envoie des liens vers des sites web qui ont pas une bonne réputation. Mais si moi, je donne un lien vers Olivier Clémence, si moi, je donne un lien vers Marketing Mania, si moi, je donne un lien vers webmarketingcom.com, après ça, je peux aller approcher ces blogueurs-là pour dire « Hey, j'ai parlé de toi sur mon site web. » Et puis, tu es capable de tisser des relations avec d'autres blogueurs plus facilement. En fait, ton intérêt, comme tous les blogueurs, comme le mien, ça va en effet pas de fermer la porte. Ça va pas être de fermer la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je suis un mauvais exemple là-dessus parce que sur mon blog, pour l'instant, j'accepte très très peu d'articles invités. Si tu on pourra revenir dessus, mais voilà. Le truc, c'est que en effet, notre intérêt, c'est déjà d'avoir du contenu de façon assez régulière, si possible, mais toujours du contenu de très bonne qualité. Et après, en effet, si on peut faire des liens vers d'autres personnes, que ce soit depuis un article invité ou même nous, on a rédigé l'article et puis on fait un lien vers une autre personne, clairement, en gros, c'est comme si on lui donnait on lui faisait un petit cadeau, tu vois. Et résultat, on peut aller lui voir, écoute, t'as vu, j'ai fait un lien vers toi, machin, tu vas le voir 2-3 fois, t'as vu, ça fait 3 fois que je fais un lien vers toi, et à un moment, bon, tu pourras peut-être lui demander quelque chose et éventuellement de rédiger chez lui, etc. Donc clairement, notre intérêt aussi, c'est d'aller un petit peu faire des liens pour travailler notre écosystème et notre relationnel auprès des autres. Ça, c'est clair. Par contre, là où il y a une différence, c'est quand tu acceptes que n'importe qui vienne et que là, du coup, tu détériores la qualité de ton blog en général. Là, c'est extrêmement mauvais parce que tu vas peut-être faire des liens vers d'autres, mais tu vas avoir un contenu qui est pourri. Et donc, aussi bien pour Google que pour tes lecteurs, ça va être très mauvais. Donc, faut, en gros, laisser les portes ouvertes, mais être très exigeant sur la qualité, quoi. Ouais, ça prend une politique éditoriale qui est stricte, là. Tu peux pas juste prendre n'importe quel article de blog de 300 mots qui t'a été envoyé comme ça juste pour le fun, là. Ça, c'est sûr. Écoute, j'aimerais ça qu'on fasse un dernier petit pivot puis qu'on s'en aille dans une autre direction. J'aimerais ça qu'on regarde le contenu généré par les utilisateurs. Je veux qu'on regarde les reviews et je veux qu'on regarde si tu as eu de l'expérience avec ça, les forums de discussion. Donc, pour être capable d'augmenter le référencement sur ces pages de produits, donc bien sûr, avoir une belle description, ça va créer du contenu sur ta page qui va faire en sorte que la page va être plus intéressante. Mais une autre chose qui a également beaucoup de valeur auprès des utilisateurs, c'est bien sûr les critiques des autres utilisateurs. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais sur, je sais pas, je vais acheter une montre, ou je vais acheter un livre, ou je vais acheter n'importe quel gogos sur Internet, si je suis capable de regarder qu'est-ce que les gens ont dit à propos de ce produit-là, ça peut me convaincre d'acheter. Ou encore, ça peut m'éclairer dans mes recherches. Donc ça a beaucoup de valeur au niveau des utilisateurs. Et c'est donc super important quand on a un e-commerce de favoriser, en fait, de ce genre que les gens laissent des commentaires sur le site web. Est-ce que tu as des trucs, des astuces, des techniques qui vont permettre de je sais pas moi, de stimuler ça, parce que c'est difficile à avoir? Ouais, alors en fait, ce qu'il faut demander, c'est il faut se mettre toujours à la place de son client ou de son prospect. Il t'a donné de l'argent pour acheter un produit, tu lui as envoyé le produit, ok. En gros, t'as juste fait ce qu'il attendait. Il t'a quand même donné de l'argent pour ça. Et à un moment, tu vas lui dire, écoute, prends 5 minutes quand t'as pas le temps d'aller sur mon blog, que tu te rappelles plus sur ma boutique, tu te rappelles plus pour ce que c'est cette boutique parce que tu y vas pas tous les 5 minutes, pour laisser un commentaire sur un article que ça se trouve tu te rappelles même plus et avec un peu de chance il marche pas parce qu'en fait ou tu l'as pas encore reçu, tu vois. En gros, là j'exagère, mais qu'est-ce qui se passe quand les e-commerçants demandent ce qu'ils font, c'est que soit ils font rien pour obtenir des commentaires et donc en effet ils en ont pas, ça on est d'accord. Soit ils mettent un système automatisé qu'envoie un mail, boum, au bout de X temps, bonjour monsieur, vous avez acheté tel produit, est-ce que vous pouvez laisser un commentaire, cliquez ici puis laissez une note, tu vois. En gros c'est ça qui se passe et c'est automatisé. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en effet quand la personne elle reçoit le mail, elle se rappelle plus du produit ou alors comme c'est automatisé, elle l'a peut-être pas reçu donc le commentaire il va être sympa. Ou il est cassé, tu vois, donc là au pire elle va laisser un commentaire mais il va être mauvais. Quand elle reçoit le mail, elle a pas le temps.
elle se rappelle plus du produit, puis elle sait pas quoi dire en fait, tu vois. Donc le problème de ça, quand tu automatises ce genre de système pour essayer de récolter des commentaires, en gros, tu vas avoir des commentaires avec un peu de chance qui vont dire super produit, boum, et puis une bonne note, quoi, ou bon produit reçu à temps, voilà, ok. Ou alors tu vas avoir des commentaires négatifs parce que tu as envoyé ton mail au mauvais moment. Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est de faire ça de façon un peu plus humaine, en fait, tu vois. Alors tu peux l'automatiser, même si moi j'ai pas encore mis de système en place pour le faire. Moi j'ai encore un autre système, je te parlerai après. Mais en fait, l'idéal c'est d'envoyer un mail, savoir est-ce que le produit vous a plu, tu vois. Et la personne elle peut répondre par mail directement. Une fois qu'elle a répondu au mail, quelqu'un derrière, mais alors ça demande évidemment un peu de logistique ou du moins quelqu'un pour le faire. Si la personne a répondu si elle a un problème, bah t'essaies de le résoudre. Si elle a pas de problème, bah tu lui demandes si elle peut laisser un commentaire. Là, t'as engagé une conversation avec elle, tu vois. Et là, elle sera beaucoup plus enclin à te laisser un commentaire. Moi, comment je fais, c'est que j'ai pas de système automatisé qui envoie des mails, etc. C'est que quand j'ai une demande de SAV, la personne elle a un problème avec un de mes modules, je résous son problème, je lui demande est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est OK chez vous, que ça marche bien, comme vous l'attendez, etc., que le module il fait ce que vous voulez. Tu vois. Elle me répond OK, et là je lui demande un commentaire. Et ben j'ai systématiquement des commentaires positifs sur ma boutique. Hein. Ce qui pose presque problème, parce que j'ai pas de commentaires négatifs sur ma boutique. Tu vois, ce qui fait qu'à un moment tu pourrais te demander est-ce que c'est pas des commentaires inventés, tu vois. Mais le truc c'est que je demande mon commentaire. Le fait est que quand je demande mon commentaire, je sais que la personne elle est satisfaite. Donc c'est pour ça que j'ai que des commentaires positifs. Mais surtout, je demande le commentaire quand la personne elle est super enclin à le laisser parce que j'y ai donné un service supplémentaire. J'ai pas juste livré ce qu'elle a acheté en fait. Parce que si tu lui demandes un commentaire, tu lui demandes un effort supplémentaire. Elle t'a déjà payé pour son produit. Ton produit, tu lui as envoyé, voilà, elle a payé, la transaction elle est terminée. Si tu veux qu'elle fasse quelque chose en plus, il faut que tu lui aies donné quelque chose en plus en fait, tu vois. Alors c'est pour ça qu'après, ça peut fonctionner de dire voilà, laisser un commentaire et gagner 5 points de fidélité ou des choses comme ça. Bon, après, avoir le retour là-dessus parce que faut que ce soit rentable et puis après, tu risques aussi d'avoir que des commentaires qui sont ultra simplistes, tu vois. C'est super intéressant. Moi, je me rappelle du temps que j'étais chez Voyage à rabais. C'est sûr que ça change beaucoup d'une industrie à l'autre, là. Dans l'industrie du voyage, les commentaires, c'était tellement facile à aller chercher, là. À cause que quand la personne elle a eu un mauvais service, elle veut le dire. Parce que, tu sais, c'est un gros investissement de temps, c'est un gros investissement d'argent, là, un voyage. On s'entend que si ton voyage t'a déplu, ben là, c'est peut-être la seule semaine de vacances que tu pouvais te permettre de prendre cette année-là. Donc là, ça t'a gâché ça. Tu veux le dire. Et lorsque ça t'a plu, ben tu veux dire aux gens que tu as passé un beau voyage parce que tu veux leur montrer à quel point ton lifestyle est sympathique. Ouais, fait que dans ce cas-là, c'était super facile. Puis probablement qu'il y a d'autres produits qui sont également à haut engagement, avec qui les reviews sont plus faciles à aller chercher. Mais probablement qu'il y en a d'autres. Tu sais, le problème, c'est quand ton produit est c'est une commodité. Ouais, on a une personne sur la tranchée, il y a une super boutique en ligne, mais c'est des wipers qui vendent. Un essuie-glace. D'accord. Moi, je me vois mal mettre un commentaire sur un essuie-glace. Ouais, soit il essuie, soit il essuie pas, quoi. Exactement. Bon. Avec Amazon, ce qui est sympathique, c'est que lorsque tu laisses tes commentaires, tes reviews pour tes produits, ben là, il fait juste tout te mettre tes achats récents, puis là, tu peux juste mettre des étoiles, puis ça prend 5 minutes, tu les fais toutes, puis c'est comme si de rien. Sauf que là, lorsque tu es sur une plateforme qui vend quelques produits ou ce que tu vas pas nécessairement souvent, tu as fait un achat, ça te prend un incitatif, puis je pense que juste d'envoyer un courriel qui va aller sonder les gens à savoir si ont été satisfaits, puis ensuite de ça, manuellement répondre leurs problèmes en service après-vente et demander une critique par la suite, c'est définitivement une bonne stratégie. Autre chose qui était vraiment, vraiment très particulier chez Voyage à rabais, c'est le forum de discussion qui m'a inspiré aussi à créer la tranchée. À cause que c'est le forum de discussion de voyage le plus consulté en francophonie, avec, je pense, plus de 2 millions de messages en tout temps. Ils ont genre 400 ou 500 personnes d'actives sur le forum. C'est incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, parce que toi, tu es sur le forum, bien sûr, de PrestaShop, parce que tu as vu d'autres compagnies qui font du e-commerce qui ont implémenté ce genre de système-là?
C'est assez compliqué hein, d'avoir un forum qui est actif, bien que ce soit vraiment génial par rapport au référencement, parce que en gros, quand tu as un forum actif, tu fais rien et les gens posent les questions qu'ils vont mettre dans Google, ils les posent dans ton forum et d'autres y répondent. Donc là, entre guillemets, c'est magique, mais c'est vraiment extrêmement compliqué parce qu'il y a une modération qui est juste énorme en fait. Hein. Tu es obligé de modérer énormément le truc. Et puis surtout, avant même de modérer, il faut que tu aies des gens qui viennent dessus. Quand tu arrives sur un forum que tu as 15 messages, et que le dernier message date de 8 mois, bon, bah, t'as pas envie de poser ta question et d'attendre de 8 mois que quelqu'un te réponde, tu vois. Donc, c'est un peu le problème. Et c'est assez compliqué à faire vivre. Je connais pas d'e-commerçant qui a un forum vraiment efficace qui leur apporte quelque chose. Il y a bien des e-commerçants qui ont des forums, mais voilà, ça va juste servir en gros de SAV, hein, et voilà, c'est pas très C'est utile. exactement ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup, c'est en service après-vente, c'est pour répondre aux questions lorsque les gens ils ont quelque chose de brisé ou ils veulent un retour, ce genre de choses-là. Ils vont utiliser le forum pour gérer tout ça. Parce que ce que je vois beaucoup, là, c'est qu'il y a des gens comme, mettons, là, je sais pas moi, t'as une boutique en ligne de plein air. Donc, où ce que tu as, je sais pas, beaucoup de lifestyle en lien avec le produit que tu vends. Il y en a qui vont vouloir, mettons, se partir un groupe Facebook, justement, où ce que tu vas engager la communauté en lien avec ce lifestyle-là. Phil Cipriano, lui, c'était des groupes à propos Biker Dad, Biker Mom, des groupes badass. Et puis, on pourrait voir ça, je sais pas moi, avec l'équipement de fitness, on peut voir ça avec des kayaks, on peut voir ça avec n'importe quoi qui est lifestyle related ou qui est en lien avec l'ambition des gens, qui est un objectif que les gens vont vouloir atteindre. Créer des groupes Facebook, ça peut être une super belle façon justement d'être capable de générer du revenu, mais moi, je pense à ça dans un angle de référencement parce que les groupes Facebook, ça se fait zéro référencer sur Google. Là. Mais c'est ça, j'étais juste curieux de savoir si tu avais des exemples. Moi, les deux seuls exemples que je connais, c'est bien sûr, c'est La Tranchée puis c'est chez Voyage Arabec. Après, moi, je me mets toujours à la place, comme je disais, de mes lecteurs, de mes clients, de mes prospects. C'est que si tu me demandes de faire quelque chose, euh, c'est pas toujours un échange monétaire, tu vois, mais il y a quand même, il faut qu'il y ait une équité à un moment. C'est-à-dire que en fait, un forum, tu vois, si tu dis aux gens d'aller participer sur le forum, d'aller s'entraider sur le forum, etc., en gros, tu leur demandes de faire quelque chose et tu leur donnes rien en retour. C'est le problème. Donc après, pour faire vivre ton forum, tu peux avoir des solutions. C'est après, voilà, récompenser par exemple les gens les plus actifs sur ton forum et après faire des concours et puis animer ton forum pour que justement il soit actif et que les gens qui sont les plus actifs soient récompensés. Tu vois. Donc déjà, tu peux faire en effet des concours, par exemple. Et donc bah, là, ça va être une participation, tout le monde va participer. Mais après, tu peux récompenser les gens qui vont qui vont avoir laissé le plus de messages. Alors évidemment, à modérer toujours, parce que c'est vite fait de laisser un message pourri. Il faut laisser des messages utiles, etc. Mais éventuellement, si tu veux vraiment partir sur l'idée de faire un forum, parce qu'en effet, hein, monter une communauté sur Facebook, c'est vraiment fait pour ça, donc c'est beaucoup mieux. Mais si tu veux un angle référencement, Facebook te servira à rien. Donc dans ce cas, pourquoi pas le forum, mais il va falloir vraiment mettre en place des choses pour motiver les gens, parce que ton forum, ça va vraiment être le désert. Hein, tu vas entendre le vent souffler et les ballots de paille qui volent, parce que c'est systématique. Un forum, ça ne décolle pas par magie. Les gens viennent pas poser des questions et puis toi, c'est pas parce que même toi tu viens y répondre. Les gens viennent pas poser des questions suffisamment souvent pour que ça fonctionne. À moins que tu aies une énorme communauté, tu vois. Déjà. Mais bon, dans ce cas, peut-être que tu fais pas de forum parce que tu as déjà une communauté, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de récompenser les gens qui vont faire ton boulot en fait, parce que c'est ce que tu veux qu'ils fassent. C'est que toi, tu veux qu'ils remplissent un forum pour faire ton référencement. Donc quelque part, ils font ton boulot, bah récompense-les, quoi. C'est justement, c'est justement un problème qu'on a, une idée qu'on a en ce moment avec La Tranchée. Je suis en train de travailler sur un système de niveau, en fait, où plus que les gens vont être actifs sur le forum, plus qu'ils vont augmenter de niveau. Et là, selon le niveau d'utilisateur que tu as, plus que tu es haut niveau, plus que tu vas être éligible à participer dans des concours qui vont te donner des prix intéressants.
Fait qu'on est justement en train de travailler sur un système dans ce genre-là. En plus que là, nous, on donne des crédits qui sont des rabais, en fait, que les gens peuvent utiliser sur nos formations. Mais nous, c'est parce que c'est des produits numériques. Donc, on a notre coûtant, en fait, c'est notre publicité, là. Mhm. Fait que ça ne nous dérange pas nécessairement de remettre ce genre de choses-là. Quand que c'est une boutique, ben toi aussi, c'est le même principe. C'est de l'information que tu vends. Un module PrestaShop, tu n'as aucun coûtant. Donc, tu peux donner des... Après, justement, tu vois, ça c'est un article et qui malheureusement sur mon blog n'a pas eu le succès que j'espérais, euh, qui est en fait où j'essaie d'expliquer aux e-commerçants que, ok, ils vendent des produits physiques, on est d'accord, mais à partir du moment où tu as une expertise dans un domaine, tu peux vendre des produits numériques aussi. Et que, ben voilà, tu as fait des e-books, tu t'es fait des formations, etc. Ça ne demande pas, à part l'expertise sur sur le sujet que tu traites, ça ne demande pas des compétences de fou de faire un e-book. Ça ne demande pas des compétences de dingue, même si c'est un peu plus compliqué qu'un e-book de faire une formation. Et après, t'es pas obligé de faire la formation absolument nickel derrière. Et après, tu peux juste faire des vidéos et vendre juste la vidéo, etc. Ou même une newsletter que tu vends et qui ça reste du produit numérique. À partir du moment où tu as une expertise, tu peux créer du produit numérique. Et en fait, le truc, c'est que les commerçants, mon article avait un peu cet objectif-là, mais bon, j'ai pas eu le retour que j'espérais, mais c'était de leur faire comprendre que vous vendez des produits physiques, mais faites aussi un, deux ou même trois produits numériques parce que vous allez pouvoir faire énormément de choses avec que vous pouvez pas faire avec un produit physique. Vous allez pouvoir, un client qui est mécontent, boum, tu lui donnes un produit à 25 euros parce que en effet, oui, c'est normal que vous soyez mécontent. Je m'en excuse, je vous donne un produit à 25 euros et il t'a coûté zéro parce que c'est un produit numérique. Tu veux faire une promotion de 95%, tu l'as fait parce que ton produit te coûte zéro. Un client qui t'achète un gros panier, il te fait un gros panier à 500 ou 600 euros, tu lui offres automatiquement le produit. Tu vois. Et puis, comme tu disais, des gens qui, voilà, tu peux avoir des gens je sais pas, qui aiment bien ta boutique, etc., qui disent, bah voilà, là j'ai vu que vous aviez un problème sur cette fiche produit-là, là j'ai vu que vous aviez ça, etc. Le mec qui dit vous avez un problème sur cette fiche produit-là, mine de rien, enfin je vois là, tu vois, tu peux pas ajouter au panier, ça bug. Bah mine de rien, il vient de te faire gagner peut-être 1000 euros sur 6 mois parce que tu l'aurais peut-être jamais vu en fait, tu vois, ou même bien plus d'ailleurs. Hein. Donc à un moment, si tu as quelque chose comme ça, où tu peux récompenser les gens d'une manière ou d'une autre, ou l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour faire une promotion, un concours ou ce que tu veux, c'est dommage de s'en priver. Et ça prend pas énormément de temps de faire un e-book. Hein. Tu vends des trucs sur je sais pas moi, tu vends des trucs sur le jardinage. Tu peux carrément faire un e-book sur les conseils de jardinage. Toi, tu vends une couverture, etc. Alors j'avais pris l'exemple de déstresser, mais je sais qu'elle fait d'autres choses, je sais plus quoi, mais tu peux très bien faire un e-book sur comment être zen, toi. Tu vois, dans Ouais. Pour la couverture, ça va peut-être un petit peu plus complexe à faire un produit à haute valeur perçue, mais moi, depuis tantôt, là, l'exemple que j'ai dans la tête, c'est si je m'achète une caméra, un DSLR, OK? Je pense à Lozo, qui est une compagnie justement québécoise qui ont des boutiques qui vendent des appareils photo. Mettons que je viens de m'acheter là, un DSLR à 1700 $. C'est quoi de m'upseller avec un e-book à 30 $? Carrément, hein, c'est clair. Je viens de dépenser 1700 Ouais. $. Je suis un nouveau photographe, mettons. Fait que j'ai pas nécessairement les compétences pour être capable de m'en servir de cet appareil-là. Vends-moi une formation en plus de ça. Non, mais À 50 au-delà de $. ça, tu vois, l'e-book, clairement, tu vends un produit à ce prix-là. Donc, c'est un investissement. Il y a des gens, c'est l'achat le plus cher qu'ils ont pu faire depuis des années, tu vois, peut-être. Tu leur vends un e-book derrière à 30 euros en leur disant, l'e-book, tu fais, tous les conseils d'entretien ou ce que tu veux ça pour que votre produit dure 5 ans de plus, tu vois, ou 10 ans de plus, ou tous les comment protéger votre système, comment machin, etc. Tu vois. Les gens, ils ont mis beaucoup d'argent dedans, ils vont mettre 30 euros de plus pour pas que leur truc à 1700 euros, il soit foutu dans 5 ans, tu vois. Puis, Donc, tu sais, avec un produit qui est souvent cher, les marges sont pas nécessairement élevées. Tu sais, dans l'informatique ou en photo, tu sais, on parle des marges entre 5 et 20%. Fait que si tu es capable d'aller chercher un 50 $ de plus par vente, mais là, je veux dire, excuse-moi, mais
c'est incroyablement profitable, puis ça vaut vraiment la peine. Et en plus de ça, tu es capable de t'en servir, comme que tu as mentionné tantôt, pour les clients qui sont pas contents ou les clients qui ont fait des gros achats. Tu peux leur donner comme cadeau, ça augmente la rétention à long terme. On sort un peu du cadre du référencement, par contre, là. Non, oui et non, parce que, regarde, juste au-delà de ça, je vais revenir sur le référencement avec ce genre d'éléments, mais au-delà de ça, tu fais ton e-book, là, qu'on a dit, par exemple, pour l'entretien de ton produit que tu as acheté. Qu'est-ce qui t'empêche dans ton e-book de donner des bons conseils qui vont amener vers d'autres produits derrière aussi, tu vois? Ton e-book, ça peut en plus être un bon moyen de continuer de faire de l'upsell, on va pas dire indéfiniment, mais de continuer à amener le client derrière. Donc, ça peut être aussi super intéressant comme ça. Après, comment tu peux utiliser ce genre de produit comment tu peux utiliser ce genre de produit pour faire du référencement? Eh bien, en allant voir d'autres blogs et en leur proposant des concours. Alors, tu peux déjà le faire avec des produits physiques et ça se fait très bien. Tu vas aller voir, tu leur dis voilà, je vous offre ce produit-là pour vous l'offrir à votre communauté. Vous me faites un article sur le produit et vous mettez un lien vers la fiche produit ou vers ma boutique. Ça marche assez bien. Et l'intérêt, c'est que toi, tu fais rien à part envoyer ton produit. Par contre, ça te coûte de l'argent. Tu vois, tu échanges ton temps contre de l'argent parce que toi, tu envoies un produit et là, évidemment, le blogueur va pas le payer. Sinon il va jamais faire l'article. Donc toi, ça t'a coûté le prix du produit. Mais si tu as un produit numérique que tu peux offrir, ça te coûte rien de le faire. Tu vois, moi, il y a des blogueurs, je les ai contactés, je leur ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de faire un test? Donc c'était pas un concours, c'était juste un test de mon module. Comme ça te fait un contenu sur ton blog. Tu peux regarder mes vidéos que j'ai déjà fait pour que ça te donne une idée. Tu testes le module et puis tu fais un article et puis tu fais un lien vers ma boutique. Et du coup, je leur ai envoyé le module. Ils l'ont testé, ils ont fait un article et moi, j'ai rien fait en fait. J'ai envoyé un mail avec deux mails, un pour demander, un pour envoyer le module. En termes de temps, c'est pas super long, quoi. Ce qui est le fun avec un produit numérique, c'est que c'est comme que tu dis, ça te coûte rien à envoyer. Puis, mais même quand c'est pas un produit numérique, c'est justement le dernier podcast que j'ai publié. C'est sûr que là, ça sera pas dans l'ordre, là, donc c'est pas le dernier épisode, mais ça fait quelques épisodes. Je sais pas quand est-ce que celle-là va être publiée, là, la logistique et tout. Mais on avait fait celui avec Alexandre Vanier de Poche et Fils, et eux, c'est des t-shirts, donc le cost c'est également très, très bas, là. Fait que, tu sais, leur stratégie de développement d'affaires, eux, c'était principalement de donner, en fait, leur T-shirt à plein d'autres personnes. Et puis, ça les a aidés au niveau du référencement d'une façon intermédiaire. C'est-à-dire que ça les a pas augmenté l'autorité du nom de domaine pochefils.com, mais ce que ça a fait, c'est que lorsque tu tapes, je sais pas moi, lorsque tu t'en vas sur YouTube puis tu regardes des vidéos, eh bien, il y a plein de YouTubers qui ont leur T-shirt. Fait que c'est tu sais, dans le sens que, comment est-ce que tu perçois, la façon est-ce que tu définis le référencement, est-ce que c'est juste comment est-ce que ton site web est positionné sur les moteurs de recherche ou c'est comment est-ce que ton produit va apparaître devant les gens à travers un processus de recherche? Ouais, c'est clairement ce que je disais, c'est le référencement maintenant, c'est un travail où tu travailles ton réseau et du coup, ton produit, en fait, il faut qu'il soit visible partout. Et le fait qu'il soit visible partout va améliorer ton référencement. Parce que justement, même si ça n'améliorait pas, en fait, à un moment où, moi, la façon dont je conseille de faire c'est genre, parce que l'affaire, c'est que la personne, elle va voir le t-shirt, mettons, sur YouTube, puis là, elle va regarder, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, ah, c'est un t-shirt de Poche et Fils. Fait que la personne va faire une recherche sur Google pour Poche et Fils. Fait qu'en augmentant ta notoriété de brand, tu vas augmenter le nombre de recherches vers ta brand qui va augmenter ton trafic. Ça, c'est du référencement oui puis non, parce que c'est du trafic direct, mais qui passe par Google, là, mais... Non, mais ça reste du référencement. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, que je vois qu'il faut le travailler. C'est que tu dois vraiment essayer de te faire voir un maximum auprès des influenceurs, etc., pour qu'ils parlent de toi. Et après, en effet, il y a des fois, tu vas être sur YouTube et t'as un influenceur sur YouTube parce que lui, il a une chaîne YouTube, il a pas de blog. Et en effet, bon, les liens depuis YouTube ne apportent pas de référencement, ils sont en nofollow, mais n'empêche. En effet, les gens vont t'avoir vu. Et après, ils vont aller te voir sur un autre article
Et là, ils vont cliquer sur ton lien. Et en fait, Google va prendre en compte le fait que les gens cliquent sur ton lien, ils viennent sur ton blog, etc. Ils vont voir en fait tout ce genre de choses. Ils vont voir le trafic que tu obtiens. Et du coup, tu vas améliorer ton référencement parce que t'es de plus en plus connu en fait. Comme on disait tout à l'heure par rapport aux sites gouvernementaux, c'est des sites qui ont des liens, etc., mais qui sont de toute façon super connus où les gens vont régulièrement. Et donc Google les place rapidement en premier parce que c'est entre guillemets la référence. Donc à un moment où toi, quand tu deviens de plus en plus connu, tu deviens la référence et donc automatiquement Google il va considérer que c'est légitime que tu sois dans les premières positions. Après, si tu fais n'importe quoi, bah t'auras quand même quelqu'un qui sera devant toi, tu vois. Moi, il y a je sais plus si tu tapes Google Analytics PrestaShop, moi j'ai mon article qui doit être devant PrestaShop, alors pas systématiquement, hein, des fois on se bagarre un peu, mais alors que normalement, voilà, t'as PrestaShop dedans, tu devrais quand même avoir le site de PrestaShop qui est en premier. Mais Ouais. mais voilà, tu vois, il y a un moment où de toute façon PrestaShop sera toujours très bien placé sur toutes les requêtes où il y a PrestaShop dedans. Sera souvent très bien placé sur plein de requêtes e-commerce parce que PrestaShop ça reste une référence en e-commerce. Tu vois. Donc à un moment quand tu deviens la Je trouve ça drôle référence, parce que pendant un certain temps, j'ai été au-dessus de Facebook pour la requête pub Facebook. bravo. Et là, je viens de vérifier, là, puis je suis rendu, je pense, 7e là, après 6 pages de Facebook.com. Là, ils ont vraiment investi sur la création de contenu, mais effectivement, avant Facebook, ils investissaient pas eux-mêmes en création de contenu sur la question. Donc, moi, qui avait aucun rapport avec eux, j'étais quand même capable de me positionner au-dessus. Je trouve ça très, très drôle. Mais maintenant, bon, c'est dommage. J'ai descendu dans les résultats de recherche. Écoute, on va faire, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on discute de tout ça. On va faire un wrap. On va mettre ça dans un petit pita. On va refermer le pita pour que ce soit bien agréable pour tout le monde. Donc, premier conseil qui était très pertinent pour moi que j'ai retenu dans cette discussion, c'est assure-toi que le profil de contenu indexé par Google est de très haute qualité, qui est pertinent et désindexe les pages qui n'ont pas rapport de ton site web, quitte à supprimer certaines pages de contenu qui ont juste pas rapport. Et ça va augmenter le référencement sur les pages qui sont réellement importantes sur ton site web. Ça, très, très fort. J'avais pas nécessairement déjà réfléchi à ça de cette façon-là. Je l'avais déjà vu passer comme idée, mais j'avais jamais discuté avec quelqu'un qui l'avait fait et qui avait eu des bons résultats. Je te remercie beaucoup pour avoir partagé cette information-là. Ensuite de ça, on parle des titres, méthodes de description, important de les optimiser pour donner envie aux gens de cliquer dessus à travers les moteurs de recherche. Ensuite de ça, c'est important que les gens, une fois qu'ils sont sur ton site web, qu'il y ait un taux de rebond qui est très, très bas, c'est-à-dire que les gens restent sur le site, qui engagent avec le site, qui cliquent, qui fassent des actions, qui ne retournent pas sur Google pour être capable d'aller chercher l'autre résultat en dessous. Et ensuite de ça, on s'est mis à partir dans 1000 directions, de parler, de faire un produit numérique. Donc ça aussi, je pense que c'est un très, très bon conseil. Tu crées un produit numérique, comme ça, tu peux le donner comme cadeau aux gens qui sont pas nécessairement satisfaits. Tu peux upseller les gens avec. Tu peux t'en servir pour l'envoyer à des blogueurs pour être capable d'avoir du référencement. On a parlé de création de contenu. Publier sur LinkedIn, sur Medium en premier pour te donner une espèce d'idée de ton contenu va ressembler à quoi, commence à tisser des liens avec des influenceurs, avec des blogueurs, offre de faire des articles invités en premier avant à place de faire un blog nécessairement sur ton site. Tu peux faire des articles invités, ce qui va être très, très bon au niveau du référencement, et fais des articles qui ne parlent pas uniquement de ton produit, mais également là, comme les 5 meilleurs tapis de yoga, à place de dire notre tapis de yoga, c'est le meilleur. À cause qu'on va cibler des requêtes qui sont en longue traîne et bien sûr de prendre en considération l'intention derrière la recherche. Qu'est-ce que les gens veulent voir sur cette page-là lorsqu'ils font leur recherche Google? Fait que, gros de contenu. Je pense que j'en ai oublié. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, ouais, un truc que moi j'aime bien, c'est justement quand tu rédiges des articles invités, d'avoir en tête que ton objectif, c'est aussi que qui clique sur ton lien pour acheter ton produit parce que tu vas avoir un retour sur investissement immédiat. Ça, c'est assez intéressant. Et après, on avait parlé rapidement aussi des commentaires et du forum. Si tu veux que les gens fassent ton boulot, faut les récompenser. Si tu veux qu'ils laissent des commentaires, ça va améliorer ton référencement et ton taux de vente, ton taux de conversion. Eh bien, motive-les ou donne-leur une bonne raison de laisser un commentaire. Et puis, si tu veux qu'ils interagissent sur ton forum ou n'importe quoi d'autre,
récompense-les, ou du moins récompense les meilleurs. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est ce que tu essaies de mettre en place sur le forum de la tranchée. Exact. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, tous tes bons conseils. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet, blog, médias sociaux, etc.? Écoute, mon blog, c'est réussirmonicommerce.fr. Et globalement, si tu tapes Olivier Clémence dans Google, il devrait tomber sur le blog ou sur Twitter assez facilement. Parfait. On va mettre tous les liens envers ton site web et tes médias sociaux, bien sûr, dans les notes de cours, pas dans les notes de cours, mais dans les notes du podcast. Et non seulement ça, mais tu as une formation sur le référencement du e-commerce. Je ne sais pas si elle va être disponible lorsqu'on va lancer le podcast, mais on va mettre des informations également dans les notes du podcast pour être capable de se procurer cette formation. Ouais, la formation, très bientôt, elle sera à dispo, mais seulement, en fait, pour les gens qui sont abonnés à ma mailing list. Pour l'instant, elle reste privée, en fait. OK. Donc, allez vous abonner à la mailing list sur... en fait, n'importe quel appel à l'action sur ton site web va faire la job, je suppose? Ouais. Si tu télécharges le bonus, tu seras inscrit à la mailing list. Et après, je suis en train de travailler là-dessus. Je ferai des propositions pour la formation, ouais. Excellent. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination mondiale. J'espère que tu as apprécié cette entrevue avec Olivier Clémence et que tu vas mettre en application les nombreux trucs, tactiques, stratégies, astuces qu'on a mentionnées tout au long de l'épisode. Et si jamais tu as besoin d'un rappel, si jamais tu as besoin de notes sur tout ce qu'on a discuté, n'hésite pas à te rendre au latranchée.com/16, donc 1-6 et pas 16 en lettres, 16 en chiffres. Et non seulement ça, mais au bas de toutes ces belles notes-là, tu vas avoir accès à une section commentaires où tu vas pouvoir nous poser absolument n'importe quelle question. OK? Donc, ça peut avoir rapport avec des trucs, de l'implémentation de certains trucs avec ta plateforme, ça peut avoir rapport avec la stratégie globale, n'importe quoi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, c'est tout pour cette semaine. On va se revoir dans 2 semaines où je vais te présenter un autre entrevue que j'ai menée avec Charlie Fernandez en studio cette fois-ci. Donc, on va voir la vidéo complète et puis, encore une fois, du très bon contenu, cette fois-ci sur Instagram. Ça fait longtemps que j'en parle, que je veux faire du contenu sur Instagram. Moi-même, je ne suis pas nécessairement l'expert incontourné sur le sujet, mais j'ai 2 entrevues vraiment cool qui s'en viennent où on va parler justement en profondeur d'Instagram. Celle de Charlie dans 2 semaines et je crois que dans 1 mois, il va également y avoir Jules Marcoux qui est rendu à 200 000 abonnés, qui a vendu plein de livres là-dessus. Donc, vraiment du bon stock qui s'en vient. Il y a également une entrevue que j'ai menée avec John de apprendracoder.com qui s'en vient après celle de Charlie où est-ce qu'on va parler des bases de la programmation, comment se starter lorsqu'on veut apprendre à coder et comment est-ce qu'il est capable de faire une formation en ligne sur la programmation qui est pas nécessairement le sujet le plus sexy du monde et qui est capable de faire 10 000 € par mois avec ça. Donc, écoute, j'arrête de parler des bons podcasts qui s'en viennent. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Prends la nouvelle année du bon pied. Sois productif, fonce, reste concentré dans qu'est-ce que tu as à faire. Et si tu as à te distraire une fois de temps en temps, fais-le donc en écoutant nos podcasts. Alright, on se revoit dans un prochain épisode.